Bienvenue dans Ecomonde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Heureuse de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Merci pour ces grands rendez-vous économiques. Et je sais que vous êtes là déjà avec vos blocs-notes et stylos parce que je reçois pour vous ce soir le professeur Nico Omeonga. Il est professeur des universités, mais surtout écrivain, auteur de plusieurs ouvrages et il a publié beaucoup des livres sur l'économie aussi. Avec lui, toutes les questions seront passées au peine fin à ce thème de ce soir. L'économie congolaise face au Covid. C'est vrai, nous continuons avec ça parce que c'est très important de prendre déjà des mesures. Alors, quelle lourde facture que les États du monde vont payer après le Covid, mais ici, en République démocratique du Congo, que va-t-il se passer? Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Bienvenue dans Ecomonde. Merci. Alors, quel est le tableau que vous présentez aujourd'hui, d'abord en ce qui concerne le dégât de ces géants qui s'est levé brusquement et brutalement devant nous, les États du monde, mais ici en République démocratique du Congo, qui est le Covid ou coronavirus? De nature, je suis optimiste. Mais pour les cas précis, je préfère être un optimiste lucide. Le tableau, comme vous l'avez si bien dit, n'est pas si reluisant. Pour cause, c'est vrai, j'aurais tort de dire que c'est la première crise. Le monde en a toujours eu et en a toujours, s'est toujours donné les moyens pour en sortir vainqueur. Mais si nous voulons revenir ici dans notre pays, je crois qu'il y a un lourd tribut à payer à la suite de cette grave crise d'origine sanitaire, mais qui a des répercussions économiques. Si je vais parler du monde, on a vu, pas plus qu'il y a quelques années, en été 2007, on a eu une crise économique et financière, mais qui était d'origine d'abord de crédit hypothécaire, on a appelé ça subprime aux États-Unis. Cela a affecté, on est passé d'une crise hypothécaire pour arriver à une crise économique, financière, et même les clashs boursiers en ont subi les coups. Mais on a vu comment, pour ne pas les citer, les États-Unis, comment les États-Unis sont intervenus. Ils ont pu mobiliser au moins 1000 milliards de dollars pour subvenir aux besoins de relance. C'est les années passées. Ça, c'est les années passées. Mais pour l'instant, il y a, vous savez, de partout, on voit comment les États interviennent d'abord pour juguler la crise sanitaire, mais ils préparent des moyens substantiels pour relancer l'économie. Parce que chaque fois qu'il y a crise, il y a toujours des dégâts collatéraux et il faut disposer de moyens importants pour relancer. Mais revenons ici dans notre pays. Avant de parler de la lourde facture que nous allons payer, mais faisons un regard prospectif de notre économie et présenter la nature de notre économie et les caractéristiques de notre économie. Ceci nous permettra de faire une analyse beaucoup plus élaborée et bien objective. Notre pays, comme vous le savez, nous sommes une économie de rente, une économie extravertie, une économie fiscalisée. Et dans cette économie, nous avons ce que nous appelons les goulots d'étranglement. C'est par exemple, vous ne pouvez pas vous rendre compte, notre économie est à 75% soutenue par l'informel. Nous avons ce que j'appelle la désarticulation de l'économie. C'est quoi la désarticulation? Parce que dans le temps, on a toujours dit qu'on avait 3 secteurs économiques. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on ne parle plus de 3 secteurs. Maintenant, nous en avons 4. Nous avons le secteur primaire,
agriculture, extraction, mine, le secteur secondaire, l'industrie, le secteur tertiaire, les services, le commerce, et le secteur quaternaire qu'on appelle aujourd'hui l'économie numérique, qui est l'économie la plus florissante. Malheureusement, chez nous ici, elle est encore au stade embryonnaire. Ça, c'est la caractéristique de notre économie. Mais quand nous regardons ce que nous héritons, ce que nous avons hérité depuis 60, combiné avec la crise ici, je voudrais un peu retracer, énumérer de manière isolée quelques différentes crises. Parce que ce n'est pas seulement le Covid. Il y a la RDC, déjà une économie fragile, a connu plusieurs crises. Effectivement, la Covid ne vient que peut-être assommer une économie qui était déjà fragilisée. Parce que vous vous rendez compte, quand nous accédons à l'indépendance, nous avions une économie florissante. À l'époque, s'il faut parler en termes de PIB, nous étions de loin supérieurs à beaucoup de pays que qualifions aujourd'hui émergents. La Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, tous ces pays sont aujourd'hui qualifiés d'émergents, alors que nous continuons à patauger au point que on ne sait pas, sommes-nous un pays en voie de sous-développement ou un pays en développement. Et on a connu ça à l'issue de l'indépendance avec une économie florissante. Le pays a été plongé dans des guerres fratricides, dans des rébellions et qui a détruit les pays. Quelques années plus tard, il y a un coup d'État qui est intervenu. Et ça, c'est en 60. À 60, dès que nous sortons de l'indépendance, nous accédons à l'indépendance, il y a eu des crises. Quel a été le tableau économique ici Congo-Belge à l'époque? L'indication, par exemple, nous avions une économie florissante. Je dis par exemple, en termes comparatifs. Les PIB, par exemple. PIB, par exemple, par habitant, les Congolais moyens à l'époque avaient $220 par tête d'habitant. Très bien. Alors que pendant ce temps, vous en doutez, la Chine n'avait que 80 ou $81 par tête d'habitant. La Corée du Sud en avait $146. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la Chine aujourd'hui a au moins $8 500 par tête d'habitant. La Corée du Sud en a 27 750 par tête d'habitant. Pendant ce temps, nous pataugeons avec $450 par tête d'habitant. Donc, rien que cette indication-là, ça prouve à suffisance. Ça prouve que nous traînons les pas. Nous traînons les pieds, nous pataugeons. D'ailleurs, nous sommes descendus plus bas que terre. Parce que quand la Corée, qui avait 156, a s'y multiplié par 175 son PIB, alors que nous n'avons fait que par 2. Donc, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. La Chine, pareil. Donc, déjà, c'est à l'époque, quand avec cet héritage et avec une embellie économique qu'on peut apprécier, les guerres s'en ont suivi, on a détruit l'économie. Et vous vous rendez compte, après avoir détruit l'économie, on est passé encore à une destruction encore méchante de l'économie par ce que nous avons appelé la zarianisation. Ah là là. Et la zarianisation, pire encore, la radicalisation. Une autre crise. Une autre crise parce que là, c'était une prédation à grande échelle, institutionnalisée. L'État se permet de ravir les biens, les industries des particuliers, des privés, et les confier à des gens qui n'avaient ni expertise, ni connaissance en matière de management des entreprises. Et toutes ces entreprises-là ont fait faillite quelques années plus tard. Quand nous sortons de là, vers les années 80, on a bénéficié de ce qu'on a appelé les programmes d'investissement structurel. Ça aussi, vous vous rendez compte, on est encore replongé le pays dans le chaos. Pourquoi? Parce que l'économie est consubstantielle du social. Or, l'ajustement structurel est venu casser le social. On a détruit l'éducation, on a détruit la santé. Or, ce sont les éléments des infrastructures importants pour faire émerger un pays. Parce que quand vous avez une population qui a d'arriérés d'instruction, quand vous avez une population qui n'est pas en bonne santé, on ne peut pas prétendre
faire décoller le pays, faire avancer le pays, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le capital humain qui est le capital le plus important, au-delà de tout ce que nous avons toujours connu, et même là, ce que je n'aime pas trop, où on dit que nous sommes un scandale géologique, ça je trouve qu'encore c'est péjoratif. Je ne vois pas pourquoi le fait de posséder beaucoup de richesses peut être un scandale. Par contre, moi j'ai dit, même dans mon ouvrage, on ne peut pas parler de scandale géologique, on parle de la merveille géologique. Le scandale c'est quand vous avez un petit enfant qui a par exemple des pierres précieuses, ça peut être un scandale. Vous avez un enfant comme mon fils là, et vous dites que non, il est professeur d'université à 8 ans, ça peut paraître un scandale. Mais le fait de disposer de potentialités, ce ne sont même pas des richesses, ce sont des potentialités, ça ne peut pas être un scandale. Et nous ne sommes pas les seuls pays qui en disposent des ressources minières et naturelles. Donc le fait de dire que nous sommes un scandale géologique, il faut rectifier, c'est péjoratif, c'est merveille géologique, c'est une condescendance, car les Belges disent que nous sommes un scandale, c'est qu'ils estiment que nous sommes des sous-hommes, nous ne méritons pas ces richesses, ces potentialités. C'est pourquoi ils trouvent que non, ça c'est scandaleux de confier à des gens, à des sous-hommes, à des gens qui ne valent rien, de disposer de telles richesses. Parce que partout, la Guinée, le Brésil et beaucoup d'autres pays, ont des richesses, mais on ne parle pas de scandale. Mais pourquoi doit-on parler, rien que pour la RDC, de scandale géologique, c'est une merveille géologique. On est passé de là vers les années 90 avec la démocratisation. Ça a été aussi une crise qui, de plus de 10 ans, qui a sombré aussi le pays dans le noir. Dans le noir. Et ajouté à cela, vers la fin de ces années, il y a eu la rébellion de l'AFDEL. Et vous savez, quand il y a des guerres, c'est la destruction des richesses. Et on a connu ça jusqu'en 2003. Vous avez oublié le pillage aussi. Oui, ça aussi, ça a une crise encore énorme. Vers les années, au début des années 90. Parce que là, on a vu même Général Motors, c'est parti, beaucoup sont partis. Limité, là où nous tournons l'émission, on l'appelait, c'était industriel, c'est parce qu'il y avait des dépôts, il y avait des usines, il y avait des industries. C'est pourquoi le nom de limité industriel, aujourd'hui, je ne sais pas si limité est devenu résidentiel à cause des pillages à répétition. On a eu des pillages, et il faut ajouter dans les lots de pillages, il y a aussi ce qu'on a appelé Bindo. Et tout ça, tout ça. C'était une prédation organisée par les dirigeants de l'époque, et c'est là nous continuons à subir les effets pervers de toute cette prédation. Et maintenant, on peut arriver dans les années avant la 2002, il y avait aussi toute cette période avec des guerres. On a connu changement de régime, +4, ainsi de suite, parce qu'il fallait qui s'intéressait plus à la sécurité et tout. Et tout ça, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, et ça nous va. En fait, tout ça, le retombé. Quels sont les retombées? C'est les tissus économiques qui est déchiqueté. Si le tissu est déchiqueté, les retombées, elles sont aussi sociales. Parce que dès lors que, comme vous le dites ici, nous étions à limité industriel, ce sont des emplois. Quand on crée une usine, on crée une industrie, ce sont des emplois. Oui. Mais dès lors que vous pillez ces usines, vous les fermez, vous renvoyez les gens. Et ce qui explique aujourd'hui même le fait que le secteur informel est prédominant. C'est parce que la plupart des ouvriers, des travailleurs qui étaient dans des usines se sont retrouvés dans la rue, mais ils se sont lancés dans la débrouillardise. Et quand il y a informel, c'est que vous allez vous rendre compte que le fisc, nous prélevons le fisc, c'est sur une assiette fiscale de 20% ou 25%. Tout le reste est dans l'informel, et ça ne permet pas à un pays, à un grand pays comme le nôtre, d'avoir une assiette fiscale assez importante et avoir un PIB beaucoup plus important. Professeur, parmi les crises, y a-t-il des rendez-vous manqués qui pouvaient sortir le pays de ces différentes crises? Oui, il y a eu des rendez-vous manqués. Bon, c'est vrai, moi-même, j'ai combattu le régime de Mobutu, mais il faut noter que le manifeste de Lancelot, c'était aussi un programme ambitieux, un programme qui pouvait être économique, qui pouvait être, et ça pouvait résoudre un autre problème. Et j'ai omis de parler aussi une autre prédation, c'est l'histoire des éléphants blancs. Voilà. Quand Mobutu fait un tour en Europe et en Chine,
Il revient ici, il nous construit la tour administrative de la RTNC. C'est un éléphant blanc. Quand nous parlons de sidérurgie de Maluku, tout ça, ce sont des moyens importants qui ont été dégagés par l'effort des Congolais, mais qui ont été engloutis par des éléphants blancs. Et l'éléphant blanc n'est pas seulement celui-là, même Bukangalos, vous vous rappelez. Tout récemment, on a englouti des centaines de millions de dollars dans une histoire sans issue et on n'en parle plus. Donc, les rendez-vous manqués, c'est par rapport aussi, on n'a pas une planification stratégique, on n'a pas un plan quinquennal, septennal qui nous permet pour se dire qu'on a une vision. Nous partons de telle année, un programme de 20 ans, de 10 ans, de manière à ce que même ceux qui viennent après continuent dans ce programme. Mais nous avons une sorte de pathologie congénitale, je ne sais pas, où chaque fois qu'il y a un nouveau régime, on fait le tabula rasa, on recommence et souvent et nous tournons en rond et rien ne nous permet d'avancer. Alors, professeur, retournons en 59. Puisque au mois de juin, nous aurons 60 ans. Oui. Je vous pose la première question. Est-ce une indépendance politique? Parce que les politiques avaient la date. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses avec les économistes? Parce que parmi les Congolais, il y avait les économistes. C'était sous forme d'atelier. Un groupe pour les politiques avait déjà la date. Et maintenant, du côté économiste, scientifique, ainsi de suite, ils avaient quel programme dans leur JBC lorsqu'ils descendaient de l'aéroport de Gilles? Malheureusement, on devrait... C'est ça le malheur. Parce que c'est un faux départ? Un faux départ parce qu'une fois que les politiques ont obtenu l'indépendance formelle, l'indépendance politique, mais il était question de mettre sur pied un programme économique, de avoir une conférence. Au même programme, voilà. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que dès lors que les politiques ont eu le pouvoir, ils se sont dit que nous devons nous comporter, devenir des ministres, des mandataires et tout ce qui était économie ne pouvait pas les intéresser tout de suite parce qu'ils voyaient déjà les postes. Vous savez, chez nous, l'histoire des partages équitables et équilibrés ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 60. Et quand vous voyez les 60, à l'époque, on peut dire qu'il y avait déjà une forme de diversification économique et je vais aborder par la suite parce que là, vous vous rendez que nous, à l'époque, on exportait les produits agricoles. À l'époque, avant les booms avec le Gécamine. Tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur la rente minière parce qu'on exploite la Gécamine. Mais quels sont les faits d'entraînement dans l'environnement économique? Rien. Pourquoi? Parce que nous nous comportons, c'est ce que moi j'appelle la ruralité, qui a perduré, qui a quitté les villages en ville. Nous nous comportons comme excusez-moi le terme, les villageois, moi-même je sors de l'intérieur, qui considèrent que la vie doit être une sorte de rente, de cueillette et de ramassage. Donc l'effort productif, le travail intellectuel a été quelque peu négligé. C'est ce qui explique tous les malheurs que nous avons aujourd'hui et les niveaux très bas dans lesquels nous nous retrouvons et nous avons difficile à nous relever. Nous sommes considérés comme un géant au pied d'argile, pendant que des petits pays, ce n'est pas péjoratif, par rapport à leur étendue même démographie, des petits pays comme le Rwanda, les petits pays comme le Gabon, c'est quand même d'émerger. Je vous ai parlé de l'Éthiopie, qui a 30 ans, 40 ans ici, était considérée comme la risée du monde. On devrait même avoir une chanson, We Are the Old, vous vous en souvenez, peut-être à l'époque vous étiez encore trop jeune, où on a chanté pour venir en aide aux Éthiopiens, parce qu'il y avait la misère. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie est considérée comme la Chine d'Afrique. La flotte aérienne la plus importante aujourd'hui, c'est la flotte éthiopienne. Donc c'est un problème de leadership, mais aussi un problème de gouvernance. Dans mon livre, j'ai parlé de la gouvernance performante. Dès lors qu'il n'y a pas une gouvernance, donc il n'y a pas pertinence, efficience, efficacité, et donc on est loin de sortir du gouffre. Mais ce n'est pas une fatalité. Toutes les crises qui sont produites dans le monde, c'est pas sont révélées des grands hommes. Et plus que par exemple, aux États-Unis, il y a eu des crises aussi. Des crises, il y en a eu toujours, même en France, partout. Il y a eu des crises dans ces pays. Vous vous rappelez des 30 glorieuses? Les 30 glorieuses
n'interviennent qu'après la Deuxième Guerre mondiale. 30 glorieuses, là, ce sont des 30 ans à succès, 30 ans de croissance économique au sens élevé, au sens plein du terme. C'était après la crise. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, il y a même Joseph Schumpeter qui parle de la destruction créatrice. C'est-à-dire, très souvent, c'est après avoir détruit qu'on peut créer quelque chose, on peut innover, on peut faire des choses. Mais malheureusement, nous, chaque fois qu'il y a des crises, on ne saisit pas l'opportunité pour relancer les choses. Non, mais nous avons quand même des rendez-vous, mais nous manquons à ces rendez-vous très importants des réformes. Il y a des réformes. Par exemple, dernièrement, il y a le code minier. Un nouveau code minier, bon, beaucoup doutent encore, mais moi je trouve que c'est... Je ne sais pas quel est votre regard sur ce code, le nouveau code minier, c'est important. Non, c'est vrai, le code minier, c'est important. Et ce n'est pas le premier code ou la première loi. Vous savez, moi-même, j'ai eu, dans mon background professionnel, j'ai eu à passer 6 ans au Parlement comme assistant parlementaire. On a connu une floraison des lois. Mais à quoi sert des lois, à quoi servent des codes si elles ne sont pas appliquées? Parce que si tout dépend, une loi n'est bonne que dans la mesure où elle est appliquée pour les buts pour lesquels elle a été votée. Mais si on vote, on publie des lois qui ne sont pas appliquées, ça ne sert à rien. Nous avons beaucoup de lois, ce n'est pas seulement les codes miniers. Nous avons les lois sur la sous-traitance. Nous avons des lois sur la libération de l'énergie. Nous avons des lois sur l'exploitation forestière. Tout ça, il y en a. Mais est-ce que les politiques est assez lucide pour faire respecter? C'est ça le problème. Parce que c'est pourquoi il faut toujours une démarcation nette entre les politiques et l'économique. Mais ici, malheureusement, ceux qui détiennent le pouvoir, ils sont aussi dans la magouille, dans les affaires. Et pourtant, la loi dispose que quand on est mandataire public, quand on est chef de l'État, quand on est ministre, on s'abstrait au commerce. Mais qu'est-ce que nous voyons par la suite? Quand il y a ces intérêts croisés entre politique et économique, on voit ça accouche toujours d'une souris, malheureusement. Mais ce n'est pas tard, parce que j'ai toujours dit que c'est l'élite qui fait émerger les choses. Mais malheureusement, notre élite ici, consciemment ou inconsciemment, est marginalisée. J'ai toujours dit, la politique, ça doit être les meilleurs d'entre nous qui doivent faire la politique. Mais malheureusement ici, ce sont les médiocres qui sont mis à l'avant-plan et l'élite est à la traîne. Et conséquence, quand un aveugle conduit les voyants, vous voyez les résultats que ça peut donner. Non, l'élite aussi, c'est depuis 60, nous retournons, c'est depuis 60, c'est 60 ans maintenant, 60 ans. Nous avons des éminents professeurs des différentes facultés de l'économie, recherche scientifique, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, que fait l'intellectuel comme on dit? Voilà, très bonne question. Vous savez, moi-même, c'est vrai, j'ai été formaté, éduqué dans un système éducatif latino-germanique, parce que c'est les colons, les Belges et tout ça, mais j'ai une culture anglo-saxonne. Et les anglo-saxons disent que les raccourcis pour le développement, même pour l'émergence, c'est l'éducation. Je vais vous donner un exemple. Il y a une courte période qu'on considère comme une période de prospérité économique pendant le règne de Mobutu. C'est de 67 à 73, avant qu'on arrive à la zaïrisation. Et à cette époque, vous pouvez interroger l'histoire, le secteur social était mis au cœur de l'action politique. À l'époque, en Afrique, à part l'université francophone de l'Égypte, la deuxième université... C'était l'université de Kinshasa. Lovanium, à l'époque. Mais, tenez, ça fait plus de 10 ans où on programme, on publie les meilleures universités africaines. Nous ne nous retrouvons pas. On ne se retrouve pas. La conséquence, c'est quoi? On n'y met pas de moyens. Nous sommes malheureusement pris en charge par les apprenants. C'est-à-dire, l'université, si vous voulez regarder même la recherche, parce qu'à l'université, en réalité, c'est quoi? On n'engage pas les professeurs, on engage les chercheurs. Les chercheurs. Pourquoi? Parce que ce sont les chercheurs qui, après avoir mené des recherches, ils peuvent y apporter une plus-value intellectuelle dans les supports et communiquer. Sinon,
on va reproduire les vérités cadiques. Parce que j'ai toujours dit que les vérités scientifiques, ce sont des vérités qui sont inscrites dans la durée. Elles sont provisoires. Ce qui a été vrai hier peut ne pas l'être aujourd'hui. Maintenant, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Recherche scientifique, qu'est-ce que ça représente? C'est parmi les ministères qui ne sont pas prisés par les politiques. Pourquoi? Parce qu'on n'y met pas assez de moyens. Donc, si vous voulez l'université, elle est faite pour résoudre les problèmes, les défis sociétaux. Mais pour qu'ils les résolvent, ces défis, mais il faut qu'il y ait des moyens substantiels. Mais quel est le budget? Quelle est la hauteur du budget? On peut de manière déclamatoire dire que non, on a souscrit 8% du budget de l'État dans l'éducation. Mais quand on les réalise, c'est autour de 4 ou 5%. C'est trop peu, oui. Voilà, professeur. Je suis très fan du professeur. Les livres, je lis beaucoup les livres du professeur Bernard Kabatosuila, qui a parlé de théorie des conditions prioritaires de développement. Il a parlé de l'émergence et puis il a dit que la formation, le 4 points, l'émergence, c'est aussi le 4 points. Vous avez la volonté politique, la formation, les infrastructures économiques, l'industrialisation et l'agriculture. Avec cette crise sanitaire qui s'ajoute, qui frappe la République démocratique du Congo ou le monde entier, est-ce que la République démocratique du Congo sera un pays émergent à l'horizon 2030-2040? Croyez-vous à ça? C'est possible. Ça relève du domaine du possible, pas forcément du faisable, au regard des acteurs en place. C'est possible, pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt ici, l'Éthiopie, au bout de 10 ans, 20 ans, a fait ce qu'il a fait. Mais de ce que le prof a dit, la volonté politique. La volonté politique, c'est la volonté souveraine. Parce que c'est les politiques qui décident de quoi il veut, quelle est la vision qu'il a de la RDC et qu'est-ce qu'il veut faire de la RDC. Malheureusement, cela a toujours manqué. Parce que la plupart des politiques que nous avons, qui sont à l'avant-plan, n'ont pas de vision. Quelle est la vision du régime en place? Vers où il veut nous mener? Parce que dans la vision, il doit nous quelle dire... différence est-il entre une vision politique et un programme politique? Ok. Voilà, une vision, c'est-à-dire, par exemple, je vois même dans beaucoup, on a fait même des débats à la télé et tout ça, on nous ressasse les oreilles tout le temps, que d'ici à l'horizon 30, nous serons émergents. Non, oui. Là, ça peut être une vision, que nous voulons être émergents. C'est une vision vision c'est quoi? Vous êtes ici, vous voyez ce que nous pourrons être dans 30 ans ou dans 20 ans. Mais quels sont les moyens que je mets en place? C'est ça le programme. Dans la durée, quels sont les moyens qui doivent être mis en place pour arriver à cet objectif? Vous dites que non, nous serons émergents à l'horizon 2030. Mais quels sont les moyens, quelles sont les conditions prioritaires qui nous permettent, parce qu'il y a des conditions d'ordre économique, d'ordre social et d'ordre politique. On ne peut pas prétendre à l'émergence si vous avez, comme c'est le cas, les institutions qui n'ont aucune légitimité. Parce que l'émergence, c'est une grande réforme. Pour mener des réformes, vous devez avoir le soutien de la population. Mais si la population ne se reconnaît pas dans votre gouvernance, vous aurez difficile à... Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la volonté politique, c'est la volonté souveraine, c'est celle qui commande toutes les autres volontés, la formation et tout le reste. L'industrialisation, les infrastructures économiques et puis l'agriculture. Voilà, on a priorité des priorités. Cette pour chanson-là, un pays en voie de développement. Cette chanson-là, on l'a toujours eu depuis. C'est ce que j'appelle priorité des priorités. Ce n'est pas... Si tout dépendait des discours, ce pays serait déjà un paradis. Vraiment. Parce que les discours, on en a eu avec Mobutu, avec les fins éloquents, Laurent Désiré Kabila et tous les autres. Donc, on n'est plus au temps des discours, on est au temps de la praxis. Parce que très souvent, il y a toujours un grand fossé entre les discours que nous clamons par rapport aux réalités que nous vivons.
priorité, parce qu'on parle trop de l'agriculture. Comment vient l'industrialisation? On ne peut pas parler de l'industrialisation quand on n'a pas encore maîtrisé l'agriculture. C'est-à-dire, c'est comment? C'est pourquoi je parle de 4 secteurs. Première chose, le premier secteur. Le secteur ici, j'ai entendu même le régime en place a dit que non, le sol va prendre la revanche sur les sous-sols. Donc, j'ai cru comprendre qu'il veut mettre l'agriculture. C'est bien, ça c'est le discours, le verbe. Mais dans la pratique, quels sont les moyens qui ont été alloués au secteur de l'agriculture? C'est-à-dire qu'il faut organiser le secteur primaire. C'est quand on a organisé le secteur primaire, on a suffisamment de mangue et qu'on ne sait pas tout consommer, il faut les conditionner. Pour les conditionner, il faut les transformer. D'où vient l'industrialisation. Et quand on fait l'industrialisation, on peut conserver. Et maintenant, puis, on peut exporter, commercialiser d'abord, okay. Avant d'exporter. Nous sommes un marché important de 80 millions d'âmes. Donc c'est un marché important interne. Et c'est pourquoi nous précipitons à faire intégration régionale. Non, vous allez vous intégrer régional, alors qu'en interne, vous n'êtes pas intégré. Donc, vous devenez un espace de consommation, comme c'est le cas, au lieu d'être un espace de production. C'est quand on a produit, on a conditionné, on commercialise à l'intérieur et l'extérieur, les surplus, on en va à l'extérieur. Mais nous, ici, qu'est-ce que nous vivons? Économie de rente. Nous cueillons les mines, au lieu que les mines soient transformées. Parce que quand nous quittons le secteur primaire, ça doit être le secteur secondaire. Mais comment vous quittez le secteur primaire pour aller au secteur tertiaire? Vous prenez les mines, vous les transformez. Nous sommes l'un des rares pays. Et tu sais la grande difficulté de notre économie? Nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est ça les paradoxes congolais, les drames. C'est très dangereux, ça. Vous voulez consommer. Et ici, parce que je crois les temps qui nous prennent, parce qu'il faut qu'on arrive là, sur la Covid pour vous démontrer combien aujourd'hui la Covid est venue remettre en cause les consensus de Washington. Parce que les consensus de Washington, c'est la mondialisation, le libre-échange. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Même ceux qui sont en Europe, même l'espace Schengen, tu es en Belgique, tu ne peux pas aller en France. Est-ce que c'est encore de la mondialisation? Est-ce que le consensus de Washington est appliqué? Et la libre circulation des biens et des personnes est appliquée? Voilà la raison pour laquelle nous devons créer de l'intérieur. Donc, au lieu de continuer d'être une économie extravertie, il faut commencer par le voie des desserts agricoles. Ça, c'est la désarticulation. Parce que l'agriculture marche avec les routes des voies des desserts agricoles. Et les routes, nous les appelons des industries industrialisantes. Quand vous reliez des provinces le long des routes, on peut mettre aussi des industries. Il y a déjà un programme important, relier la République par les routes. Ça, c'est un discours. Mais nous, dans la pratique, parce qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'aura pas relié la République. Il faut une connectivité. Comment voulez-vous? Quelqu'un qui est à Goma, il préfère acheter les biens à l'extérieur que venir acheter ici au Congo central. Et pourtant, nous sommes tous en RDC. Pourquoi? Parce que la loi de l'offre et la demande joue. Parce que quand vous prenez les biens ici, avec les coûts de transport, nous sommes l'un des rares pays où, pour quitter d'un lieu à un autre, il faut prendre l'avion. L'avion, même en Europe, même aux États-Unis, c'est un moyen de luxe. Mais comment nous, ici, même pour aller chez moi à Kindu, il faut prendre un avion? C'est ça les grands... Il faut relier. Alors, la République par des routes. C'est ça la désarticulation. Il faut intégrer l'économie. D'abord de l'interne. Parce que même un homme d'État américain dit que non, rien, Abraham Lincoln, pour ne pas le citer, il dit qu'aucun État ne peut obtenir de l'extérieur ce qui ne sait pas se donner de l'intérieur. Donc tout commence à l'intérieur. À l'intérieur. Tu ne peux pas être fort à l'extérieur si tu n'es pas fort à l'intérieur. Commençons, regardez même les pays émergents, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Corée du Sud et tout ça, le Brésil, parce que les gens autour ont toujours commis l'erreur de considérer que la Chine, c'est un pays. La Chine n'est pas un pays développé, c'est un pays émergent. Et là, peut-être, nous allons aborder la question, montrer la différence entre l'émergence et le développement. Bien sûr. La croissance économique. C'est vrai, aujourd'hui, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale, mais ce n'est pas un pays développé, c'est un pays émergent. Très bien, puisque nous aussi, nous voulons l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Et donc, professeur, puisque nous tendons petit à petit à la fin, on nous signale déjà que nous allons petit à petit à la fin. Alors,
Quelles sont les pistes de solutions? Les pistes de solutions, ça c'est d'ailleurs c'est un débat important qui mérite assez de temps. Mais de manière sommaire, je vous dis, il y a 3 conditions. Première condition, c'est la condition politique. C'est-à-dire, les gens qui, il faudrait que nous ayons un leadership transformationnel, mais aussi une gouvernance performante. Il faut commencer d'abord par la politique. Le départ, c'est la politique. Cette facture, cette lourde facture que nous devons payer suite à cette crise sanitaire. Nous continuons à payer parce que je vais vous donner... Parler de l'émergence. Voilà. La lourde facture, c'est quoi? Aujourd'hui, comme nous avons dit que nous sommes une économie extravertie. C'est-à-dire que c'est une économie qui est totalement dépendante de l'extérieur. La dépendance financière, dépendance commerciale et la dépendance financière. Technologique. Parlons de la dépendance commerciale. Vous savez que nous exportons au moins 35% de nos produits miniers vers la Chine. Et quand nous parlons de la Covid, l'origine et l'épicentre de la Covid, c'est la Chine. La Chine. Et quand la Chine est en récession, conséquence, elle ne sait pas importer de chez nous. Donc, il y a baisse des devises. Parce que quand on n'exporte pas... Et surtout que les frontières d'abord sont fermées, c'est normal. Donc, vous voyez les premières conséquences. Deuxième élément encore, je vous ai dit que nous sommes une économie fiscalisée à outrance. Et la fiscalité, malheureusement, porte seulement sur 20% d'activité économique, ou 25% tout au plus. Et là, quelle est la structure de notre... Je ne suis pas fiscaliste, mais j'ai quand même des notions de fiscalité. Nous avons 2 éléments. Il y a la douane et la TVA. Pour parler de la douane, il faut qu'il y ait le commerce extérieur. Le commerce extérieur est à Berne. Pas d'importation, pas d'exportation. Vraiment. Donc, l'État est privé de ses ressources, de cette fiscalité, de cette douane. En interne, aujourd'hui, avec la réforme qui a eu lieu, notre fisc porte ici la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est le volume de ventes réalisées par les entreprises. Toutes les entreprises. Vous êtes parmi les rares, vous de la presse, qui continuent à œuvrer. Mais la plupart des entreprises... C'est fermé. C'est fermé, voilà. Et quand c'est fermé, donc le volume de ventes aussi va baisser. Donc c'est ce qui explique la récession que nous avons aujourd'hui. Les gens ne travaillent pas, les gens sont en congé technique, et même comme ils sont en congé technique, même si quand on va déconfiner, il y a des charges inélastiques, des charges fixes. Quand vous louez ici, après le confinement, les bailleurs ne vont pas vous dire que non, parce que vous allez payer. Donc, c'est pourquoi dans d'autres pays, il y a des fonds de soutien à la presse, aux entreprises, pendant cette période, pour vous permettre de vous relancer. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des émissions de qualité, il faut des moyens. Et avec le déconfinement, personne ne peut donner un peu de moyens. Les peu de moyens dont nous disposons, nous les consacrons à la passion alimentaire. C'est le besoin alimentaire. Personne ne s'occupe plus de tout ce qui est besoin secondaire ou tertiaire. Ça, c'est un problème sérieux. Or, parce que vous parlez de l'émergence, la condition elle est politique, elle est économique. Tous les pays émergents, aucun pays ne va vous dire que non, le PIB est de 450. Non. C'est au moins 5 000 au-delà. Le chômage. Ici, on ne sait pas, parce que les chiffres qu'on nous donne parfois sont parfois biaisés. Mais la réalité est que s'il y a des gens même qui travaillent, ce sont des emplois précaires. Aucun travailleur congolais n'est à mesure. Prenons l'exemple le plus éloquent, c'est celui des fonctionnaires. Parce que le meilleur patron, c'est qui? C'est l'État. Et tu sais combien l'État paye? $100. Il paye aux fonctionnaires $100. Est-ce que $100, vous pouvez nouer le début du mois? Donc, vous voyez que dans notre pays, quand il n'y a pas de revenus, il n'y a pas non plus de consommation. Et quand il n'y a pas de consommation, il n'y a pas non plus l'attractivité, la relance économique. Parce qu'il faut que les gens consomment pour que je produise. Oui, mais finalement, cette crise sanitaire va effondrer de plus en plus l'économie congolaise. Ça va effondrer, mais si nous avons si ceux qui nous dirigent peuvent faire preuve de lucidité,
Déjà, ça nous a démontré beaucoup de failles. Vous pouvez vous rendre compte, un pays continent comme le nôtre, que nous ayons seulement un seul labo inherbé. Est-ce que ça c'est normal? C'est que les infrastructures sanitaires, infrastructures sanitaires, effectivement nous ouvrir les yeux, nous sortir du sommeil. Alors, comment vivre après, toujours dans les pistes de solutions, parce qu'on pistes de solutions. À la fin, comment faire pendant et après Covid? Après Covid, je vais très vite. À très court terme, il faut la réduction des trains de vie des institutions politiques. Nous sommes l'un des rares pays qui bouffe le plus de moyens rien que pour le fonctionnement des institutions. Ce n'est pas normal. Et c'est simple. La taille du gouvernement, par exemple. Est-ce que c'est normal dans un pays en crise? Vous avez 66, 60 membres du gouvernement. Ça ne demande pas la révision de la Constitution. C'est une décision qui peut être prise aujourd'hui et on l'applique. On peut la réduire de moitié. Ça, c'est une première piste. Deuxième piste, il faut que les fonds de soutien aux entreprises... Non, pas ce qu'on donne à la riposte. Non, FPI a disposé 10 millions de dollars pour soutenir certaines entreprises. Non, madame, soyons sérieux. 10 millions de dollars, il y a combien d'entreprises? Et chaque entreprise en aura combien? Soyons sérieux. Là où on parle de milliards, vous parlez de... Rien que pour la riposte. Vous avez suivi l'Italie? Rien que pour la riposte, il a disponibilisé plus de 5 milliards. Pas pour le soutien aux entreprises. Il y a combien d'entreprises? Encore il y a encore un débat à ouvrir. Quelles sont ces entreprises? Tous sont devenus des canards boités. Mais là, vous allez disponibiliser 10 millions. Ça, c'est moquer des gens. Les entreprises du portefeuille. Non, ça encore, c'est une arnaque. On a fait la réforme. La réforme. Quelle est cette entreprise qui s'est relevée parce qu'elle est devenue commerciale? Et moi, je doute fort que l'énergie ici, c'est l'énergie de la SNEL. Parce qu'on a dit qu'elles sont devenues des entreprises commerciales. Donc, ils doivent avoir la rentabilité économique et financière. Est-ce qu'elles sont ces entreprises? Même la SNEL, la Régie des eaux, moi, chez moi, là, des fois, ça fait 3 mois, je n'ai pas de l'eau. Vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'il y ait d'autres concurrents sur terrain? Mais oui, c'est ce que j'ai dit. La loi sur la libération énergétique a déjà été votée. Mais la volonté politique pour faire booster cela, c'est ça le problème. Parce que nous avons des lois. Nous sommes l'un des rares pays qui a le plus de lois. Des très belles lois. Des très bonnes lois qu'on ne peut pas retrouver aux États-Unis et en France. Mais le grand problème, on n'a pas de volonté politique pour faire appliquer ces lois. Et là, ça ne devient pas une loi. Parce que la loi, c'est pour répondre à une préoccupation, à un défi. Mais si on vote des lois seulement pour garnir les tiroirs, on est loin de sortir du gouffre. Alors, à moyen terme, parce que là j'ai parlé de court terme. À moyen terme, il faut faire la diversification de l'économie. Comment nous, avec 80 millions de terres arabes, mais nous pouvons continuer parce que la crise, on ne le dit pas. Ce sera la crise maintenant alimentaire ou céréalière. Parce que nous avons besoin du blé, nous avons besoin des haricots, des maïs. Oui. Mais est-ce que c'est normal? On a vu même Laurent Désiré Kabila ici, avec le service national. Service national. Ça a résolu. Mais jusqu'à présent, maintenant, tous les louchois, pour se nourrir, ils doivent importer des Zambies. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut... L'histoire de Boukangalouze, on n'en parlait pas. Parce que le malheur aussi, c'est parce qu'il n'a pas une redevabilité citoyenne. Les peuples congolais, au-delà de ce que nous demandons aux dirigeants, il faut que les peuples congolais se réveillent et qu'ils doivent demander des comptes. Les ministres, quand on parle de ministres, c'est un serviteur. Mais nous, on a inversé les choses. Quand on parle de ministres, on croit qu'il est le patron. Non, c'est nous qui l'avons mandaté. Nous sommes dans une démocratie représentative. Ça se passe déjà à l'Assemblée nationale. Nous avons envoyé des gens là-bas. La population a envoyé ses représentants à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions orales. Je pense que le débat actuel n'est pas un débat politique, mais c'est cette question-là, j'en sais quelque chose. La plupart de tous ceux que vous appelez représentants, ce sont des gens qui sont les fruits des nominations. Des gens qui n'ont pas été élus, mais qu'on les a placés pour les besoins de la cause. Donc ces gens-là ne sont redevables à rien envers vous parce qu'il n'a pas été là à l'Assemblée nationale à la suite d'un vote utile que vous avez réalisé. Très bien, alors professeur, c'est la fin. Quels sont vos derniers mots? Parce que je ne dis pas les mots de la fin, mais quelques mots pour justement quelques mots, clôturer. Ouais. On doit arrêter. Vous savez, je vais terminer par une anecdote vécue moi-même. Quand j'étais à l'intérieur, il y a un paysan qui m'a rapproché. Il m'a dit, professeur d'université,
vous êtes économiste. Vous savez, dans ces pays, on a connu plusieurs crises ou plusieurs avilissements. On a connu la traite des négrières, on a connu l'esclavage, on a connu la dictature. Toutes ces formes-là d'État, toutes ces formes de crise ou de domination, on les a vaincues. À quand la fin de la croissance économique? Ça paraît rigolo, mais c'est profond. Pourquoi? Parce que lui, il dit, à longueur de journée, il entend parler de croissance économique, cadrage macroéconomique, mais pour lui, il considère que nous sommes encore sous la domination de la croissance économique. Les jours où nous allons nous libérer de la croissance économique, prof, et ça, alors un autre numéro, rien que sur la croissance, les cadres macroéconomiques. Je vous invite déjà, nous aurons un autre numéro par rapport à ça, faute de temps. Voilà. Donc, un petit mot, arrêtons avec l'extraversion économique, faire l'inverse. Il faut la diversification de l'économie. Il faut l'introversion de l'économie. L'économie doit se construire et puis mettons plus de moyens à la recherche. Parce que quand on parle de valeur, on parle de PIB, c'est la sommation de valeur ajoutée. La valeur ajoutée ne relève que de la recherche et développement. Considérer l'élite, considérer les universités, les universitaires, donner les moyens qu'il faut, de manière à ce qu'ils apportent une valeur ajoutée aux produits primaires, de manière à ce qu'ils deviennent des produits manufacturés. Et ainsi, ça aura de la valeur pour les marchés intérieurs, mais aussi pour les marchés extérieurs. N'oubliez pas, nous sommes dans la compétitivité internationale, la mondialisation est état. Donc, nous devons faire en sorte que nous ayons des produits de qualité. Et pour avoir des produits de qualité, nous devons avoir aussi des génies. Les génies, nous en avons dans notre pays et dans tous les domaines. Et déjà. nous voulons un comité scientifique interdisciplinaire qui pouvait, à la limite, au regard de ce qui se passe au pays, ils peuvent le faire. En France, on en a déjà. Pour la Covid, on a mis sur pied un comité scientifique interdisciplinaire. Parce qu'il y a des implications économiques. Pourquoi ne pas mettre un comité scientifique? Des médecins, des ingénieurs, des économistes, des anthropologues, des sociologues, de manière à ce que les concours de chacun de nous y apportent des solutions beaucoup plus durables. Sinon, tout ce que nous voyons là, c'est de l'arnaque. Ça ne fait pas avancer. Merci beaucoup, professeur Omeonga Nico. Je suis très ravie et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui sais un plaisir partagé. C'est vraiment pour moi un honneur, une responsabilité d'intégrer cette grande émission. Et je crois à tout moment, à tout moment, et quand on a le temps et que vous estimez que nous pouvons y apporter un plus, nous y serons là et nous serons disposés à répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'était là le professeur Nico Omeonga. Il est professeur des universités, chercheur, auteur de plusieurs ouvrages. Et merci à toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Merci aux éminents professeurs qui nous suivent en ce moment. En tout cas, permettez-moi de saluer le professeur Évariste Mabimulumba qui est un fidèle à cette mission Écomonde, et puis le professeur Papi Ferdinand Kimwanga de l'université Révérend Kim, à Madame Rosalie Matondo, docteur professeur à l'université Mariengwabi de Brazzaville. Très bonne suite de programme et au prochain numéro. Au revoir.